Alors bonjour, merci de nous rejoindre sur cette nouvelle capsule de Parlons Chiffres. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau business model. On quitte l'univers de l'auto-entreprise ou de la déclaration contrôlée, en tout cas du modèle du coach sportif indépendant, puisqu'on va parler du business model de la franchise en sport santé avec Guillaume Legrand, fondateur de Correspa. Salut Guillaume. Salut Barbara, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Alors, l'idée dans cette capsule, c'est de décortiquer les chiffres, parce que c'est ça la promesse des capsules Parlons Chiffres, c'est de décortiquer les chiffres pour qu'on comprenne quand on est un amoureux du sport, un professionnel du sport ou un investisseur. On va parler des différents profils, on va changer un petit peu des types de profils. Mais en tout cas, l'idée, c'est de comprendre dans un business model de franchise en sport santé, de salle sport santé sur le modèle de Correspa, tu vas nous partager tes chiffres, de comprendre comment est-ce qu'on peut se rémunérer. Parce que nous, l'objectif dans nos capsules Parlons Chiffres, c'est d'expliquer à ceux qui veulent développer une carrière, une affaire dans le sport, comment est-ce qu'ils peuvent gagner leur vie. Donc l'idée, c'est de décortiquer un petit peu tous les chiffres. Merci Guillaume, parce que tu vas nous ouvrir les livres de Correspa, en tout cas de ton business model à toi. Et puis, on peut démarrer vraiment tout de suite déjà en parlant peut-être du concept qui est derrière Correspa, déjà pour comprendre en amont, avant de décortiquer les chiffres, quel style de vie, quel style de business, quel style de solution on apporte au monde, à sa région, à sa ville, quand on pense à un business model du type Correspa. Oui, merci Barbara. Je fais une parenthèse de 10 secondes, mais merci d'ouvrir ce type de thème à l'ensemble du secteur du fitness. Je pense que c'est aussi une très très bonne chose. T'aimes bien qu'il n'y ait pas de tabou et t'aimes bien droit au but, et ben je te propose de te filer tous ces éléments-là. Et donc les chiffres que je vous donne, c'est des chiffres réels aujourd'hui à l'heure où on enregistre. Et donc ça, je pense que ça peut être hyper intéressant. Encore une fois, merci pour ta démarche Barbara, pour être le plus transparent possible avec l'état du marché et les modèles qui existent. Donc pour répondre à ta première question, qui est le concept Correspa, j'ai créé ça en 1er mai 2017, donc on a 19 ans. Donc c'est pas tout jeune, hein, donc ça a pu permettre de faire évoluer toute l'expérience client. C'est 170 à 200 mètres carrés, donc rien que le nombre de mètres carrés, ça peut te situer si tu fermes les yeux pour voir l'espace de la salle, hein, sachant que il y a à peu près 110 mètres carrés qui est du plateau technique, et dedans il y a même 20 mètres carrés qui est dédié au suivi personnalisé. Le reste, c'est tout ce qui est sanitaire, vestiaire. Donc ça, déjà, quand tu fermes les yeux, tu peux déjà voir où on en est. Et ce qu'on a positionnement, c'est qu'on est spécialisé dans le suivi personnalisé. J'ai préféré le mot suivi personnalisé que coaching sportif. Pour moi, ça a une autre démarche. Toi qui aimes bien parler d'accompagnement 360, bah, tu vois, on est vraiment dans cette démarche-là. Et donc, dans le suivi personnalisé, ça va être des séances d'une demi-heure qui vont, donc c'est en salle. La personne vient un quart d'heure avant s'échauffer. Une demi-heure après, bien sûr, elle peut rester. Et la personne peut choisir le nombre de fois qu'elle aura du suivi personnalisé. Donc, la moyenne, très souvent, les personnes prennent un suivi par semaine, mais ils peuvent prendre deux, ils peuvent prendre deux par mensualité, un par mensualité, etc. Ça, on va s'adapter en fonction de la personne et ça évolue dans le temps. Et quel que soit le forfait, la personne peut revenir quand elle veut, et quand elle le veut, et ben, quel que soit le forfait, on lui donne exactement ce qu'il faut faire. Comme de par hasard, on a une super application, je ne tairai le nom, mais ça commence par un H, aux couleurs de Correspa, et qui permet justement d'accompagner encore plus, que ce soit en salle ou quand la personne vienne chez elle, ou à l'hôtel, ou à la maison. Donc spécialisé dans le suivi personnalisé. Il y a toujours un coach qui est dispo. On est ouvert 70 heures tout le temps, sauf le dimanche après-midi, avec un coach qui est sur place. Et encore une fois, si tu arrives à fermer les yeux sur les 200 mètres carrés, tu peux te dire qu'en moyenne, là, alors on parle, il y a une dizaine de personnes à la fois ensemble. Donc, ce qu'on fait, c'est que c'est du premium. La premiumisation, on en a déjà discuté ensemble, c'est déjà sur d'autres podcasts, on a déjà défini ce que c'est, parce qu'aujourd'hui, on parle de ça à tout va. Mais pour moi, c'est hyper important de placer où est-ce qu'on est par rapport à nos clients. Voilà. Super. Ben, merci déjà pour cette image mentale que je pense on a. En tout cas, en termes de lieu physique, de concept et de proposition pour les clients, effectivement, c'est beaucoup plus clair comme ça. Donc voilà, ça permet aux gens de voir si ça leur parle déjà par rapport à comment ça prend vie, comment ça prend forme et ça se concrétise. Et puis, tu peux très bien prononcer le mot du logiciel que tu utilises puisqu'on est sur la chaîne de XSplit. Merci Guillaume pour cette mise en contexte. On va parler dans cette capsule, avant de décortiquer les chiffres, de certains termes financiers.
parce qu'il y a des termes financiers peut-être un peu complexes et qu'il faut déjà comprendre en amont avant de commencer à parler de rentabilisation, etc. Donc, on va déjà mettre au clair certains termes financiers à comprendre quand on a un profil un peu plus investisseur, en tout cas qu'on quitte le profil de l'auto-entrepreneur, parce que c'est des termes qu'on manipule pas forcément quand on est juste solo. Et après, on va parler de combien ça coûte d'ouvrir et d'opérer un club sur ce genre de positionnement et de concept. Et en dernière partie, comment en fait on se paye en tant que manager, en tant qu'investisseur, et comment on fait pour retirer de l'argent sur son compte personnel. Voilà, donc tu vas nous partager tout ça. Ça, c'est les 3 sections qu'on va avoir sur la suite de cette capsule-là. Donc, en amont, Guillaume, est-ce que tu pourrais déjà nous parler des grands concepts financiers qu'il faudrait comprendre? Alors, peut-être pas maîtriser dans une capsule ou dans 10 minutes, mais au moins comprendre pour que on puisse profiter de la suite de ce que tu vas partager. Oui. L'idée, c'est pas de les définir comme un expert comptable expert, mais que ce soit compréhensible assez rapidement et facilement. Il est tout le temps après d'aller plus loin dans l'expertise. Il y a des mots qui sont classiques, hein, chiffre d'affaires, c'est la base de la base de la base, hein, mais combien on va rapporter, donc c'est toutes les prestations, tout ce qu'on va vendre et qui va permettre de savoir combien la structure gagne. Et à l'inverse, il y aura toutes les charges, différentes charges, hein, comme le loyer, comme les charges d'exploitation, comme les salaires, etc. Et après, il y a d'autres éléments donc ça, c'est les charges d'exploitation. Charges d'exploitation, dans notre domaine, ce qu'il faut faire attention, c'est beaucoup la partie du loyer et la partie charge patronale, donc aussi la partie des salaires. C'est ce qui pèse assez lourd et qu'il faut maîtriser. Et après, on va arriver sur tout ce qui va plutôt les immobilisations. Donc, c'est tout ce qui va être les achats de matériel pour les clubs de sport. On a 100 000 euros, c'est étalé sur 5 ans, et ben on va faire les 100 000 qu'on divise par 5. Je le fais rapidement, mais globalement, c'est ça. Et qu'il y a une partie qui va rester chaque année dans les charges jusqu'à diminuer progressivement. Donc ça, c'est aussi intéressant de savoir ce qui rentre, ce qui sort. Et à la fin, bien entendu, c'est le plus important. Souvent, il y en a qui vont montrer leur gros muscle sur combien de chiffre d'affaires ils font. À mon sens, il y a strictement aucun intérêt. L'objectif, c'est la marge nette. Donc concrètement, combien on va gagner dans ce qu'on gagne moins ce qu'on retire. Et bien sûr, on retire toute la partie fiscalité. Et dans une entreprise, il y a pas mal de fiscalité à plusieurs étages. Et c'est à ce niveau-là qu'on va optimiser aussi la fiscalité. Quand je dis optimiser, ça n'a rien à voir avec tricher. C'est utiliser les outils pour pouvoir jouer au bon endroit en fonction de l'âge que vous avez, en fonction du chiffre d'affaires que vous avez, en fonction du nombre d'entreprises que vous avez, en fonction des statuts que vous avez, en fonction du nombre d'entreprises que vous avez. C'est toute cette partie-là, mais raisonner vraiment en marge nette, c'est ce qui est le plus intéressant. Et donc tout à la fin, moi dans mon tableau, c'est toujours en bas à droite, il y a tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Tous les mois, vous allez connaître globalement votre point mort, combien vous dépensez en moyenne et chaque marge que vous faites en moyenne chaque mois. Et donc tout à la fin, vous allez avoir, et c'est le résultat le plus important, le résultat. Et donc avec ces résultats, on va parler de dividendes. Est-ce que vous distribuez ou pas? Est-ce que vous mettez des primes, etc. Et tout à la fin, moi je m'accroche beaucoup à ce chiffre-là. On va parler d'EBITDA. EBITDA, je l'ai déjà vu écrit de tous les sens. En fait, c'est des initiales. En anglais, je suis complètement pitoyable. C'est le E des Hemring, B de Before, I de Interest. Là, je joue au pendu. T de taxe, D de dépréciation et A de amortissement en anglais. Donc, globalement, c'est tout ce qui va rester moins justement certaines taxes et amortissements. Et ça, c'est intéressant de l'avoir l'EBITDA en pourcentage et c'est intéressant de l'avoir en euros. Les deux sont vraiment intéressantes et c'est intéressant à piloter. Et moi, je pilote à la marge nette et je pilote à l'EBITDA en fonction des années qui viennent. Donc, c'est peut-être un grand mot. Il y en a peut-être qui nous ont déjà lâché au bout de 9 minutes, mais j'espère pas. Puisqu'en fait, il faut dépasser ce langage-là, même si on commence par le définir, pour justement être performant. Quand je dis performant, alors là, on est sur une capsule où Barbara, tu m'as demandé de parler un peu plus chiffres et pas du tout expérience client, mais n'oublions jamais, 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 et une dernière fois, jamais, que tout c'est avant une question d'expérience client. Donc, si les clients sont satisfaits, vous avez un modèle économique qui tourne en termes de services et d'offres. On va pas en parler aujourd'hui, mais c'est la priorité qu'il faut parler. Après, vous allez avoir de la performance économique et financière. Et pour moi, c'est les conséquences. Et là, on va essayer de l'optimiser, d'y aller. Mais par contre, travailler, le seul conseil que je pourrais faire pour quelqu'un qui commence ou quelqu'un qui nous écoute, c'est comment faire pour optimiser son modèle économique. Dans ces deux temps-là, mais toujours piloté à l'EBITDA. Sachant qu'après la valorisation de la structure, ça sera encore en lien avec l'EBITDA et quand vous avez plusieurs structures, on va valoriser avec des coefficients, avec
des indices qui vont augmenter là-dessus. Donc ça, c'est hyper intéressant et on n'en parle pas assez, encore moins dans les structures où on vous forme en tant que coach sportif, mais c'est pas des bases qu'il faut avoir, faut aller nettement plus loin que ça, parce que ça va orienter votre modèle économique et les manières d'agir. Alors effectivement, là, tu abordes des sujets qui sont assez atypiques par rapport aux modèles qu'on peut croiser dans les coachs sportifs indépendants. Là, on est sur un profil beaucoup plus investisseur. La logique derrière un projet comme ça, c'est plus de créer du capital, donc de capitaliser quelque chose sur plusieurs années pour qu'effectivement, il y ait une valorisation en bout de ligne. On est vraiment sur une logique de revenu qui est très différente, qui est beaucoup plus investisseur. Moi, quand je t'entends parler, je me dis que par rapport au modèle de franchise aussi, l'intérêt, c'est quand on n'est pas forcément au départ à l'aise avec ces concepts, d'être épaulé par quelqu'un qui les maîtrise bien et qui justement sait quelles sont les variables. Tu parlais d'âge, tu parlais de nom d'entreprise, voilà, il y a des vases communicants aussi, d'optimisation fiscale. C'est vraiment des connaissances qui dépendent de pas mal de variables. Il n'y a pas un one size fits all dans ce contexte investisseur non plus. Donc c'est vraiment intéressant d'entendre tout ça. Merci pour ces bases-là, même si évidemment tu peux pas nous faire un cours d'expertise comptable complet. Je pense que déjà ça pose une compréhension générale sur les fondamentaux qui sont à la base du concept économique, malgré tout, d'avoir un studio, un club qu'on fait tourner avec des salariés, avec des équipements qui coûtent cher, qui sont amortis sur plusieurs années, etc. Alors oui, et en conclusion, Barbara, de cette partie-là, si tu me permets, alors il y en a qui m'écoutent, qui ne me connaissent pas forcément, je dis pas que j'ai la raison et qu'il faut faire exactement ce que je fais, pas du tout, moi c'est juste un témoignage de ce que je fais, mais par contre il y a une réussite qui est quand même là depuis quelques années économique et pour les clients et pour les équipes qui sont avec moi. Je viens à la base d'être coach, j'ai été coach pendant 7 ans, donc ceux qui nous écoutent et qui sont coachs, je leur parle à eux. Je parle pas que aux investisseurs du tout. Et ceux qui sont en freelance aujourd'hui, ils peuvent déjà avoir ce mindset-là et l'état d'esprit là-dedans. Il faut surtout déjà raisonner comme ça parce que ça va, ceux qui sont en phase de création, ça va déjà modeler l'expérience client et le service et l'offre. Et l'étape pour moi d'après, ce sera les coachs qui vont faire ça à domicile ou en ligne. Et là, ils vont venir également soit en freelance, mais normalement, ils vont dépasser assez vite les seuils. Ils vont très vite, souvent, transformer en EURL. Et d'une EURL, là, il faut avoir cet état d'esprit-là. Et ils vont venir après en SARL très souvent, et pourquoi pas en SAS par la suite. Donc, c'est pas que la manière de structurer l'entreprise qui va jouer, mais on peut l'avoir dès le début. Si là, il y a des étudiants en 3e année qui sont déjà en train de se poser la question, réfléchissez déjà avec cet état d'esprit-là. Vous verrez que l'évolution que vous aurez va vous emmener certainement, parce que vous allez vous développer, et j'espère que vous allez vous développer, et donc plus de chiffre d'affaires, et donc il faut transformer au fur et à mesure. Et il y en a, pas assez à mon goût, moi je pense, qui vont, moi je les invite vraiment à créer directement en version entreprise, mais en entreprise, pas micro-entreprise, et voir un peu plus grand, tous ceux qui veulent créer des studios, par exemple, ou alors des salles de sport, de raisonner directement de cette manière-là. Ça change complètement la donne, et encore une fois, c'est fait pour vous. C'est fait pour vous, mais aujourd'hui, on vous ne l'apprend pas. Sortez de votre zone de confort, vous allez bizarrement mieux servir vos clients. Parce que vous allez parler de modèle économique, et un modèle économique, il faut qu'il puisse tourner à long terme. Cherchez robustesse et long terme que purement performance financière court terme. Exact. Et c'est vrai que là, du coup, on n'est pas sur un type de projet qu'on va faire à côté d'autres choses. Pour le coup, c'est vrai que souvent, dans les auto-entrepreneurs, on va avoir des gens qui essayent d'être coach sportif, mais à côté d'un travail à temps plein ou à côté d'un autre business model. Et le côté auto-entrepreneur facilite ce test. Et on le fait à côté d'autres choses. Là, c'est sûr qu'on est sur un business model qui prend plus de place dans la vie. Alors, encore une fois, tu me diras, en fonction des profils d'investisseurs, certains peuvent faire un choix de ne pas eux-mêmes être coach dans leur propre structure. C'est encore autre chose. Mais voilà, on est quand même sur un projet qui est d'un projet, comme tu disais, structuré, solide, sérieux et à vision long terme. On a vulgarisé l'entrepreneuriat avec le freelance et auto-entrepreneur qui est très bien. Hein. Ma femme est dans ce domaine-là, pas dans le sport, et c'est très bien et ça lui convient. C'est vraiment un choix de vie. Un choix de vie, mais par contre, en termes d'entrepreneur et entreprendre, les deux sont entrepreneurs. Mais par contre, je pense, c'est pas mieux ou moins bien, mais il y a des niveaux d'exigence qui sont vraiment différents. Ou de risques.
Par contre, on peut y arriver. Je croise trop de coachs qui, en fait, c'est par méconnaissance, qui croient qu'ils ne peuvent pas y arriver. Et en fait, ils peuvent tout à fait y arriver. Je vais partager les chiffres tout à l'heure. Ce n'est pas qu'une question d'apport et il faut pas avoir 100 000 € pour créer. Eh ben, tu fais une transition parfaite. Rentrons maintenant dans les chiffres. Merci, Guillaume. Donc, justement, maintenant qu'on a posé ces bases-là, qu'est-ce que tu peux nous dire en termes de chiffres de base? Alors, tu parlais d'EBITDA, etc. Toi, sur le concept de Corespa, qu'est-ce qu'on peut avoir comme grande logique chiffrée de structure de coût, de structure de rentabilité? Qu'est-ce que tu peux nous dire d'assez simple à comprendre? On rentrera peut-être dans un niveau de détail supérieur juste après, mais... Oui, alors ce qu'il faut déjà avoir, là je prends vraiment l'exemple de Corespa avec les chiffres d'aujourd'hui de Corespa, l'objectif, et ceux qui veulent créer pas un Corespa mais autre chose, ce sera la même logique, combien il faut sortir pour créer votre structure en prenant tout en compte. Donc ceux qui vont nous regarder, ceux qui vont nous écouter, je vais le détailler à l'oral, mais il y a aussi possibilité de le voir à l'écran. Au niveau de la partie purement financière, donc, ce qu'on peut avoir en tête, c'est combien ça coûte concrètement l'ensemble des coûts. Il y a souvent les machines. À Corespa, en hors taxe, on est globalement à 60 000. Alors, les fournitures. Donc, fournitures, c'est avec tout ce qui est petit équipement, l'aspirateur, les ordinateurs, le papier, etc. Là, on a 12 000 €. Le petit matériel de fitness, on a 2005. Le kit de support de com, c'est tout un kit pour savoir tenir au moins 6 mois, dont les stands, les bâches, etc. On est à 3008. Après, on a toute une partie qui est un peu plus grisée, qui est on peut pas définir exactement à l'euro près, ce sera les travaux. Donc même si on sait qu'on est entre 170 et 200 mètres carrés, on est globalement à 125 000 € de travaux. Trésorerie, il faut un minimum de 20 000. Agence et caution, s'il faut payer les deux, c'est à peu près 12 000. Après, nous, il y a les droits d'entrée à Corespa qui sont de 20 000, l'assurance de démarrage qui est de 5 000 et les frais de banque qui sont à peu près de 6 000. Donc ça, ici, un Corespa aujourd'hui, c'est souvent la question qu'on me pose et c'est aussi la question pour ceux qui veulent créer. Aujourd'hui, un Corespa, c'est 270 000 €. Et 270 000 €, la première erreur est souvent la question qu'on me pose. Il faut que j'ai 270 000 € sur mes comptes. La réponse, c'est non, bien entendu. Aujourd'hui, sur les 270, les banques vont aller chercher entre 15 et 25%, 30% si c'est la première fois que vous créez. Et donc, il faut un apport globalement. À Corespa, on va chercher 20% de ce montant-là total. Et les 20%, on va être entre les 40 et les 46 000 €. Il y a une petite nuance puisqu'il y a une partie qu'on va pas prendre. La partie qui est des machines ici, des 60 000 €. On peut le financer en fait soit en crédit bail, soit par un emprunt spécifique. Mais la banque, c'est entre guillemets une sous-partie de la banque qui va le faire parce que c'est du matériel en crédit bail ou en leasing et qui va rentrer dans un emprunt différent du montant total. Donc tu vois, ça te donne déjà, je pense, une très grosse base sur le chiffre total et le montant de l'apport. C'est ça. Donc, pour réaliser ce genre de projet, il faut pouvoir avoir entre 30 et, on va dire, 50 000 € d'apport selon la banque, etc. Sur un Corespa, retenez 50. En fait, il faut à peu près 40 à 45, comme je l'ai dit. Et moi, j'ouvre les dossiers à partir de 50, parce que je cherche pas des tout petits preneurs, entre guillemets, qui sont à 2 ou 3 000 € au près. Donc, j'ouvre à 50 000. Et à 50 000, à Corespa, c'est 50 000, mais ça vous donne au moins un ratio. Demain, vous créez pas un Corespa, mais vous avez une boîte que vous estimez à peu près à 210 000, ce sera à peu près ces montants-là. C'est clair que nous, franchise, tu prends rien que les machines, on a plus de 45%, entre guillemets, de moins à payer qu'un preneur comme ça qui arrive. Donc, il y a aussi tout l'avantage de la franchise pour baisser ses coûts, notamment les travaux. Dans les travaux, il y a un architecte qui est derrière, etc. Après, il faut comparer ce qui est comparable. Je vais pas rentrer dans tous les détails. S'il y en a qui sont intéressés, ils viendront vers moi. Mais ça vous donne des ratios qui sont possibles. Et après, c'est pas fini. C'est pas fini parce que sur ces 50 000, retenez 50 000. Sur ces 50 000, si on n'a pas assez, moi, je m'adresse à des coachs sportifs ou alors je m'adresse à des entrepreneurs. Alors tu vois, tu dis investisseur, mais j'utilise le mot investisseur proactif. Pour moi, c'est hyper important parce qu'un simple investisseur qui met que des pions, moi, je ne l'accompagne pas du tout. Je veux quelqu'un qui donne du sens et qui soit derrière. Investisseur, il y en a aussi qui existent, mais pas Corespa, ça m'intéresse pas. C'est un investisseur proactif, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de la partie notamment management, pourquoi pas communication et gestion. Donc un coach sportif qui a pas les 50 000, c'est tout à fait possible. Et en fait, pourquoi? Parce que nous, on a des entrepreneurs investisseurs qui cherchent soit des salariés, soit qui cherchent des personnes
entre guillemets associé. Et dans ces cas-là, c'est aussi votre boîte. Souvent, vous êtes minoritaire parce que vous n'avez pas 50 000, vous avez plutôt 5 000, 6 000, 7 000, 10 000, 15 000. Et dans ces cas-là, vous êtes minoritaire, mais c'est complètement votre boîte. Donc ça, c'est une des solutions aussi pour pouvoir créer en ayant moins d'apports. L'autre solution, c'est de partir avec 2 associés. Vous êtes 2 bonnes connaissances, ou mettre 2 relations, vous avez tous les deux 25 000 ou 20 000 et 30 000. Et là, vous pouvez aussi créer. Donc là, en fait, petit à petit, je suis en train de t'expliquer que Chorespa, il y a 4 modèles économiques qui est derrière tout ça. Soit vous êtes diplômé et vous pouvez être directement coach sportif, et donc vous partez, vous qui travaillez une 50aine d'heures avec un salarié, et petit à petit vous baissez vos nombres d'heures. Deuxième modèle économique, vous êtes toujours diplômé, et dans ces cas-là, vous partez avec un autre associé. Et après, vous avez la 3e et 4e modèle, c'est quand vous êtes non diplômé, et le non diplômé, c'est plutôt investisseur proactif, qui lui va partir avec un associé et un salarié, ou alors il va partir avec 2 salariés. Donc tu vois, on a défini Chorespa ce que c'est, et là ici économiquement on a dit combien ça coûte, et là je viens de transmettre en fait les 4 modèles types qui existent en fonction de qui vous êtes, et on peut évoluer. Moi j'ai complètement évolué puisqu'en fait je suis passé par les 4 cases. J'étais coach sportif tout seul, j'ai ouvert après mon capital, donc j'étais avec 2 salariés, j'ai ouvert avec un associé parce que je suis beaucoup pour l'association, et mes clubs sont beaucoup en association. Après je suis parti moi-même en tant que coach, j'ai fait ça pendant 7 ans, après j'étais plus coach, et j'ai des clubs aujourd'hui qui sont avec des associés, et j'ai des clubs qui sont avec des salariés. Parfait. Et donc là, ce qui change par rapport à ces 4 décisions, enfin 4 profils ou 4 décisions de style d'opération, on va dire, ce qui va changer, c'est forcément la structure des charges d'opération. Enfin, les charges d'opération, leur volume, pas leur structure, mais en tout cas les montants qui sont dans chacune des cases. En fonction de si on travaille nous-mêmes en tant que coach ou bien si on salarie quelqu'un, forcément, il va y avoir un coût qui est différent. Et la façon dont on se rémunère, qu'est-ce que ça change Alors, il y a des avantages et inconvénients dans les 4. Dans les 4, il y a avantages et inconvénients, et c'est surtout qu'avec l'âge et avec ce qu'on est capable de faire, les compétences, ça va évoluer dans le temps. Et donc, c'est aussi intéressant de poser ça dès le début. Comme ça, il faut savoir où on en est et où on veut aller. Et la franchise, ça répond indirectement à ta question, mais je vais y revenir tout de suite pour répondre très concrètement. Mais après, on peut aussi multiplier le nombre de clubs. Moi, typiquement, je ne pensais jamais avoir plusieurs clubs. Moi, c'était pas comme ça que j'ai créé quand j'ai créé un seul club. Donc, ça permet, sans vouloir rêver, de quand même de préparer l'avenir et voir plus loin. Et donc, pour répondre très concrètement à ta question sur les 4 modèles, je vais reprendre les écrans pour ceux qui seront en face. C'est intéressant de voir qu'est-ce qui bouge très concrètement. Et ce qui bouge très concrètement... Là, je fais une parenthèse, tu nous partages un simulateur. Alors, on va pas pouvoir le mettre à disposition dans les ressources, mais en tout cas, toi, c'est un simulateur que tu calcules en fonction du projet des personnes qui te contactent. Alors, c'est concrètement, là, ce que je vous affiche, c'est, comme tu peux dire, c'est des simulateurs, mais vu le nombre de, entre guillemets, de liens qui sont dedans, de calculs qui sont mis dedans, c'est un PNL, hein. C'est concrètement, c'est le contenu d'un business plan type qui fait évoluer. Et la franchise, l'objectif, c'est que le franchisé lui-même puisse le faire, bien sûr, avec l'aide de toute l'équipe franchiseur. Donc c'est toute cette démarche-là qu'on avance petit à petit. Donc ici, pour ceux qui le voient à l'écran, il y a 4 onglets en vert et c'est les 4 modèles que je viens de transmettre. On appelle le modèle normatif, c'est-à-dire que c'est celui que je prends de référence. Le modèle qui est affiché à l'écran, c'est le modèle, en fait, un compte d'exploitation générale avec un franchisé qui n'est pas diplômé et avec 2 salariés. C'est le modèle normatif parce que c'est celui, entre guillemets, si on peut faire ça, on peut faire tous les autres, parce que tous les autres avant sont encore plus rentables que celui que je montre. Et pourquoi ? Parce que notamment au niveau charge salariale, là c'est le modèle où on va charger un salarié 70 heures, les 70 heures d'ouverture, alors que si on fait d'autres, naturellement le coach sportif, la première année quand on crée, on ne se paye pas. Et le seul avantage, la seule aide qui est vraiment très concrète qui est prise en compte, c'est l'aide avec l'ACRE, notamment avec Pôle emploi, pendant 15 à 17 mois, où globalement on va toucher à peu près le SMIC par rapport à la création d'une structure. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, ça va être en fait le nombre de clients petit à petit qui va augmenter. À Chorespa, la règle d'or, c'est de monter jusqu'à 300 clients. Donc tout à la fin, on va voir qu'en année 5, on arrive à 300 clients. Et le panier moyen à Chorespa, c'est de 96 € hors taxe. Donc l'équation clé qu'il faut avoir en tête, le modèle économique clé qu'il faut avoir en tête, s'il y a une phrase à retenir aujourd'hui dans l'audio, c'est celle-ci à Chorespa. C'est le chiffre d'affaires dans un club, c'est égal à 300 clients fois 96 de panier moyen,
Tout ça fois 13 mensualités. Et c'est comme ça qu'on arrive à un chiffre d'affaires optimisé. Donc la première année, elle est ici, on va monter progressivement. Ici, par exemple, si j'ai le dernier club qui est ouvert à Bouvines, il est déjà à 170 clients la première année. Donc il est au-dessus de ce que je suis en train d'afficher actuellement. Donc ça, c'est le total produit, c'est le chiffre d'affaires qui va rentrer. Donc globalement 120, 130 la première année. Les charges d'exploitation, ce sera tout un détail et ce sera les mêmes quels que soient les modèles économiques. Ce sera tout le détail de l'eau, du petit équipement, des logiciels, les fournisseurs administratifs, etc. Et après, on va aller chercher le loyer. Moi, j'ai mis un loyer globalement de 2006. Les charges de salariés, les redevances, ça correspondait sur 8%, 2% de com et 6% de fonctionnement. Impôts et taxes, dont l'impôt sur la société. Les amortissements dont je parlais tout à l'heure, les amortissements, c'est vraiment la partie très spécifique de toutes vos machines qui vont être machines plus travaux, etc. Et donc ça, il y a tout un calcul qui est fait sur des charges d'immobilisation qui va être fait, qui va être réparti sur les années qui suivent. Les emprunts, bien entendu, les intérêts sur emprunt uniquement. Et donc, à la fin, la première année, on est en négatif ici, on reste accumulé. En EBITDA, on est en positif de 10 000 euros. Et après, on va dérouler la deuxième année. Donc, deuxième année, ce qui change, en fait, c'est uniquement le chiffre d'affaires qui va augmenter en puissance et les charges qui vont pas énormément évoluer. Et donc, la deuxième année, on va sortir 50 000 euros et 85 en EBITDA. La troisième année, on monte en puissance 130, 70 en EBITDA. Et le modèle normatif ici, quand on arrive au sommet, c'est d'aller chercher les 200 000. Donc, globalement, on est à 200 000 d'EBITDA qui correspond à 54% d'EBITDA. Donc ça, c'est le modèle normatif. Les autres modèles, je vais passer nettement plus vite, mais vous avez compris le principe. C'est un franchisé non diplômé avec un franchisé diplômé et un salarié. Et donc ça, ici, la première année ne se paye pas par Pôle emploi. C'est nettement plus rentable tout de suite dès la première année. Donc les banques adorent ça. Et après, on va monter petit à petit en puissance. Et là, ici, au lieu d'être à 54% de d'EBITDA à la fin, on sera plutôt à 35%. Par contre, pour répondre à la question très concrète, tu disais combien on peut se payer, je vais y répondre un peu après, puisqu'en fait, on peut se payer de différentes manières quand on est chef d'entreprise. Et je vais y répondre après, puisqu'on peut sortir, c'est pour ça que je donne en EBITDA le montant total. Mais quand vous êtes coach sportif, vous pouvez aussi prendre une indemnité en plus. Très bien. Et effectivement, le comment on peut se payer, garde-le encore quelques minutes, parce que j'ai 2 questions sur cette partie-là, avant que tu abordes le comment on peut se payer de tout ça. En amont, par rapport, il y a une étude importante de l'achalandise sur la zone sur laquelle le club Correspa va être installé pour pouvoir attirer la clientèle. J'ai 2 questions en une un petit peu parce que on a la ligne chiffre d'affaires et le nombre de clients idéaux. Comment obtenir ces clients? En gros, quelle est l'équation commerciale à avoir en tête par rapport aux moyens publicitaires, aux moyens commerciaux, peut-être aux démarches de vente, le temps à y associer. Et en même temps, c'est carrément relié à ça. C'est comment faire l'étude, comment s'assurer que l'installation du club est au bon endroit pour pouvoir profiter d'achalandise naturelle aussi. Parce que c'est quand même très géolocalisé. Il y a un impact. La clientèle, elle va être à quelle distance du club? Alors, ce que tu es en train de parler, il y a plusieurs questions. J'ai entendu plutôt 2 questions, zonification et après comment on fait pour assurer le chiffre d'affaires en termes de com. Sur la zonification, c'est l'énorme avantage également que vous retrouvez en franchise, puisqu'en fait, toutes ces études, on l'a fait pour vous. Et on l'a fait pour vous, et il y a toute une partie qui est aussi, entre guillemets, il faut avoir de l'argent parce qu'en fait, on paye des études très spécifiques de géolocalisation. Et dedans, nous, on travaille, sans le citer, par SMAPN. Et derrière tout ça, avec eux, on a mis un scoring, c'est-à-dire qu'on connaît tellement notre concept qu'on a expliqué, qu'on a 20 critères très spécifiques. Dans les 20, en retenez-en 3. Globalement, ça va être le nombre de personnes au mètre carré. Sur les 10 minutes, c'est une zone de 10 minutes isochrone, c'est-à-dire que c'est pas un cercle tout fait. Et après, c'est avec des CSP+. Donc sur une zone, imaginez la zone qui va se dessiner petit à petit à l'écran, dans toutes les grandes villes, toutes les grosses métropoles, les 40 métropoles en France, vous pouvez mettre globalement minimum 4 clubs dans toutes ces métropoles. C'est à peu près ça. C'est là où il y a aussi de la population et de l'argent. Moi je suis un ch'ti, je suis du côté de Lille, on a à peu près 7 zones qui sont définies actuellement. Et on a déjà 4 actuellement sur la métropole lilloise et on a encore de la place. Ça permet d'avoir un ordre d'idée. Donc sur ces 10 minutes-là, on met tout
tous ces critères-là, on va mettre des couleurs qui vont avec pour savoir où est-ce qu'il faut l'identifier. Aujourd'hui, on connaît taux de pénétration en France, on sait que maintenant il est de 10% cette année. Pour ceux qui sont capables de faire du sport et de s'inscrire dans un club de sport privé, nous à Correspa, on va toucher plutôt les 1,2, 1,6% maximum de ces 10%. Et donc on va avoir un ratio pour savoir quelle est la quantité qui est faisable rationnellement dans cette zone qui a été analysée. Et à partir de là, on va trouver le local. Et la deuxième question, c'est une fois qu'on a le bon emplacement, le bon lieu, c'est comment communiquer. Des fois, c'est ce qui fait peur à beaucoup de personnes et j'entends beaucoup c'est les premières questions à chaque fois, c'est cette question-là et la question comment on fait pour vendre. C'est toujours ces formations-là qui sont faites et heureusement parce qu'on vous les apprend pas dans les cours, mais c'est pas si méchant que ça. Il faut retenez bien, l'objectif c'est de créer un système et un système qui ne dépend pas de vous. Et dans ce système, il faut être très très clair sur la rationalisation des choses et pas sur les émotions. On vend sur des émotions, mais la rationalisation du système est un système qui peut tourner sans vous. Donc à Correspa, on est blindé de process avec avec ces process et de la formation pour appliquer ces process et cette fois-ci avec de l'émotion, etc. Et dans ces process, alors je suis parti pour des heures et des heures, donc je vais te le faire hyper simple, mais globalement, et puis je vais pas refaire le monde, hein, vous avez une partie qui est digitale, une partie qui est non digitale. Dans la partie digitale, vous avez bien sûr tout ce qui est méta, vous avez bien sûr tout ce qui est Google, donc ça c'est pour tout ce qui est ads, vous avez tout piloté, etc. Parce que ça va dépendre derrière, c'est pas que de le faire, hein, c'est tout le suivi qui est derrière avec tous les process de relance qui vont derrière pour performer. Des fois, il y en a qui font ce qu'il faut à la base, mais par contre, il n'y a aucun suivi ou pas de structure qui est derrière et ça fait partie des tâches dont tu parlais dans le profil investisseur proactif, c'est ça? De s'occuper de ce genre de choses, c'est la partie... Alors, oui et non, parce qu'encore une fois, on ne correspond pas. Typiquement, les campagnes méta ou ads sont complètement pilotées en interne. C'est que c'est l'avantage, encore une fois, de la franchise, c'est que tous ces outils-là, on sait la stratégie qu'il faut mettre en place, on le fait dedans, on a un expert qui le fait, et bien entendu, c'est le manager après qui, avec les KPI qui vont être donnés par chaque expertise, va ajuster en fonction de là où il en est. C'est encore une fois un des avantages de partir en franchise, d'être accompagné là-dessus. Parce que toutes les stratégies ne se valent pas et la même stratégie ne va pas, si vous le faites, la stratégie de Fitness Park n'ira pas du tout à celle de Correspa et n'ira pas du tout à celle à un indépendant. Donc c'est ça qu'il faut aussi bien capter. Donc tu as toute la stratégie digitale. Après, bien sûr, tu as le référencement naturel, référencement payant sur Internet, etc. Tu as la partie vraiment digitale. Je mets aussi dans le digital tout ce qui est réseaux sociaux, donc pas forcément payant, hein, mais ça va être LinkedIn marketing pour vraiment communiquer, partager son savoir, que les personnes viennent par eux-mêmes, qui va améliorer la notoriété aussi. Et après, il y a tout ce qui est non digital. Dans le digital, il y aura tout ce qui est technique de relance, avec plusieurs styles de relance, tout ce qui va être parrainage. Parrainage, c'est d'avoir du référencement. Tout ce qui va être bouche à oreille, qui est pas la même chose que le parrainage. Enfin, il y a du tractage, hein, des stands, etc. Tu vois, là, je t'en ai sorti globalement les 8 plus connus et un peu dans l'ordre. Et tout ça, l'objectif, c'est de s'amuser avec tout ça. Quand je dis s'amuser, c'est dans le bon sens du terme. C'est qu'une fois qu'on connaît bien son concept, on connaît bien où est-ce qu'on en est, à quelle étape et quel est l'objectif, acquisition, fidélisation, un mix des deux. C'est là où on va jouer sur le budget par rapport aux étapes où on est à franchir. Et c'est ça la difficulté. Moi, je le vois dans mes managers à Correspa. On ne pilote pas avec la même stratégie et il faut passer des caps qui soient mental, mindset, ou qui soit opérationnel, en argent ou en manière de faire, ou surtout à ne pas négliger en formation de vos équipes, en fonction des paliers où vous en êtes. J'essaie d'être le plus concis possible, j'espère que j'ai été le plus clair possible. Je te remercie. Moi, tu sais bien que le côté marketing, c'est un sujet qui me passionne et j'aime bien comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le marketing de chaque business model aussi, parce que souvent... Oui, en termes d'efforts, et de coûts, du coup, et de structure du marketing et de stratégie, ça change de l'un à l'autre. Ça fait partie du quotidien aussi. Mais je suis tout à fait d'accord avec le fait de jouer avec les outils marketing, avec l'appareil marketing que tu mets en place. Moi, je parle beaucoup d'appareil marketing. T'as un système appareil marketing. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très, très fun à manipuler à partir du moment où effectivement le positionnement est bien intégré et tout. Bref, je partage tout à fait ton avis. Au niveau du poste marketing et commercial, qu'est-ce que ça représente dans les coûts d'opération? Oula, alors là, je peux rentrer dans le détail, mais c'est vraiment sur des détails. Je vais répondre plus large. Grosso modo, au niveau. Je vais le faire plus là-dessus, pas que j'ai pas envie de partager, mais c'est parce qu'en fait, c'est tellement après en fonction du modèle qui est choisi et en fonction des années que les ratios vont pas être exactement les mêmes. Mais par contre, tout est déjà imaginé. Et avant de parler ratios, mais je vais y répondre concrètement en euros ou en ratio, c'est aussi intéressant de voir qu'en fait, derrière, il y a des euros qui sont liés avec la stratégie.
comment on fait, comment on le met en place, la réflexion, et ça c'est l'avantage de la franchise, c'est qu'on le fait aussi, dont tout ce qui est test and learn. Après, il y a tout le travail que tu as dit en amont, qui est justement, est-ce qu'on connaît le concept, comment évolue le concept, quel est le persona qui est derrière, et ça, c'est des coûts qui sont vraiment indirects. Et après, il y a bien entendu tout ce qui va être ambiance club, etc., pour pouvoir performer. Et donc, c'est tous ces... Et puis, le coût de formation pour savoir comment former dans les relances. Donc, ta question, elle est hyper intéressante, je vais y répondre, mais il faut surtout pas se limiter à ça. Parce qu'en fait, si tu... moi, j'ai mis du temps avant de comprendre ça. Et j'ai mis du temps avant de le comprendre, de le faire vivre et de l'accepter aussi et de l'affirmer aujourd'hui. Et donc, si demain, tu veux simplement avoir les ratios que je vais te donner et tu le mets sur la table, ça ne marchera pas. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience concrètement. Aujourd'hui, le digital, chez nous, c'est 60% du budget. Donc ça te donne déjà un ordre d'idée. Avant le Covid, c'était pile l'inverse. On était à 40% et 60% non digital. Dedans, je sépare les budgets qu'on met à l'ouverture des frais qui vont être mis après dans le run, c'est-à-dire de manière opérationnelle tous les mois ou par année. Je peux te répondre de manière en ratio, des fois c'est intéressant, et je peux te répondre en termes de budget. Il y a les deux. En termes de ratio, alors sur les ratios, je vais te répondre en termes de ratio, pas que la com, comme ça tu auras l'ensemble des choses. Les charges d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires correspondent à 15%. Et dans l'exploitation, il y a notamment de la com sur tout ce qui va être ads et Google. Globalement, c'est 10K, 10K par an, globalement. Et dedans, faut pas mélanger les 10K qui sont pour Meta et ads, plus après, et ça correspond globalement à 300 balles par mois, le coût des campagnes, concrètement, à créer, à générer et à suivre. En ratio, c'est pas la question que tu m'as posée directement, mais ça donne tout de suite le nombre de ratios. Le loyer est à 9%, globalement. Je vous conseille de pas dépasser 10. La charge salariale, 15%. Et chez nous, c'est une très, très grosse force. Ne pas dépasser 20. Les redevances, nous, c'est 8%. Et tout ce qui est IMO, c'est à peu près 7%. Ça donne un petit peu des ratios. Et après, on a mis des packs. Quand tu me demandes concrètement combien ça coûte, on a mis des packs, par exemple, d'acquisition. C'est-à-dire que chez nous, il faut minimum 3000 par an sur tout ce qui va être achat pour tout ce qui est tract, flyer, une bâche qui casse, un drapeau qui casse, hors pack de démarrage. Après, tu as tout ce qui est coût visuel. Donc nous, visuel, on fait au moins, on met des visuels locaux et des visuels qui sont à disposition. Tu as toute une partie après de publicité pure et dure, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qui sont retenus à peu près des budgets de 25 € par jour. Est-ce que ça répond concrètement à la question? Oui, c'est encore plus de détails que ce que je voulais, mais ça donne au moins des chiffres et en plus des styles de marketing. Donc on se projette bien aussi sur comment est-ce qu'on va diffuser la communication, se présenter au marché. Maintenant, le moment que tout le monde attend avec impatience, comment on se rémunère au bout du compte une fois qu'on a mis en place tout ça? Oui, combien on a dans la poche, et sortir un peu des réseaux qui disent que il faut trouver 10 000 € et tu sais même pas s'ils affichent 10 000 € de renta, de marge, d'indemnité avant fiscalisation ou après. Ces éléments-là, je vais rentrer dans les chiffres pour être très très clair si on est coach ou pas coach. Mais avant, ce qu'il faut comprendre, c'est comment un chef d'entreprise peut se rémunérer. Et ça, c'est pas assez expliqué. Et si on ne comprend pas ça, on comprend pas vraiment toutes les options qu'on a derrière et comment on peut faire. Et en fonction, encore une fois, de l'âge, du nombre d'enfants, de la structure où on en est, on va faire des choix différents. Moi, au tout début, et c'est souvent ce qu'on fait au tout début, c'est d'augmenter son indemnité de gérance. Concrètement, combien on peut toucher par mois. Sur l'indemnité de gérance, sachez que l'État, globalement, va prendre, moi, j'ai toujours un peu plus de 50%, 52%, théoriquement c'est 48%. Donc si tu prends 100 €, en fait, dans ta boîte, tu vas laisser 50 à l'État. Donc ça, c'est hyper important de se dire que c'est la manière la plus simple de se payer tout de suite en indemnité de gérance. Mais par contre, c'est la plus taxée partout. Donc ça, c'est pas forcément la meilleure solution. Et c'est pour ça que les chefs d'entreprise, c'est la raison principale pourquoi les chefs d'entreprise, globalement, préfèrent ne pas du tout se payer en indemnité de gérance. Et plus vous allez avancer en âge et plus vous allez cartonner, plus moi, je désire me payer le moins possible en indemnité de gérance. Et pourquoi après? Parce que une fois que vous allez vous payer correctement, c'est là où les impôts perso, vous allez encore avoir la fiscalité française qui va tomber derrière. Et donc ça, c'est juste horrible. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'éducation financière, mais on a été éduqué combien tu gagnes, ou on forme des salariés et hop, tu gagnes autant. Tu payes tes impôts, maintenant c'est prélèvement à la source, donc on n'a même plus trop de notion combien tu gagnes ou pas. Et après, voilà, tu vis avec ça, point. Mais en fait, le point,
le portefeuille, quand on est chef d'entreprise, est plus important du portefeuille que vous avez professionnel et le système que vous laissez dans les entreprises que ce que vous mettez sur vos comptes en soi. Et ça, c'est très difficile de faire comprendre ça quand on n'a pas été éduqué comme ça. Et donc ça, c'est hyper important et il faut le réfléchir de cette manière. Donc il y a des seuils. Alors au début, tant que vous n'êtes pas sur ce seuil-là et que vous n'êtes pas imposé, en effet, l'indemnité de gérance est souvent le premier cas qui permet aussi, quand on regarde le système bancaire, comment il est fait, et quand vous avez 25-30 ans et que vous voulez acheter une première baraque ou un truc comme ça, naturellement, les banques vont regarder aussi ce type de choses. Et ils vont regarder sur vos revenus, combien vous êtes imposable, etc. Donc il faut aussi avoir un minimum pour pouvoir répondre à comment fonctionne la société. Mais par contre, c'est pas la meilleure solution pour raisonner dès le début et voir un peu comment on fait. Donc, indemnité de gérance, voilà les avantages, inconvénients. Il y a un minimum à faire. Globalement, regardez votre seuil, quand est-ce que vous allez être imposé, mettez juste en dessous et après, on met tout le reste ailleurs. Après, il faut trouver des charges. Enfin, tu vois, j'ai dit naturellement le mot trouver, mais en fait, la première chose, c'est comment pas forcément vous payer avec de l'argent qui rentre dans votre poche sur votre compte bancaire, mais tout ce que vous pouvez passer sur les charges légalement, encore une fois. Et là, il y a énormément de choses. Les plus connus, ça va être un ordinateur, un téléphone, votre abonnement, ça peut être même l'électricité si jamais vous travaillez à domicile, ça peut être une voiture de fonction, ça peut être des frais kilométriques. Il y a énormément de choses. Et ça, faites-le légalement, encore une fois, mais il faut trouver ces charges et optimiser les charges de manière générale. Ça, c'est aussi une solution. Une fois qu'on a dit ça, après ça va être, il y a pas 36 solutions. Quand il y a plus de chiffre d'affaires, tant mieux. On va parler de l'EBITDA qui reste. Bien sûr, si vous êtes en SARL, l'État va passer sur l'impôt sur la société. Donc ils vont vous reprendre les 28% qui restent en résultat. Mais c'est mieux de prendre que ces 28% entre guillemets que autre chose. Et après, qu'est-ce que vous faites de ce résultat? C'est aussi la question qu'il faut se poser. Moi perso, alors je suis formé moi plutôt au réseau Entreprendre chez les ch'tis, etc. Et donc ce que je vais te dire là, ça ne vient pas de moi du tout. Dans le nord de la France, on répartit beaucoup les chefs d'entreprise répartissent beaucoup comme ça. Souvent c'est 3 fois, on le divise par 4. Une partie, je vous conseille très fortement, qui crée de la valeur, c'est les salariés qui travaillent pour vous, enfin qui travaillent pour votre boîte. Pour moi, ça doit avoir un retour également. La partage des richesses doit se faire au niveau des salariés. C'est eux qui méritent également ce qu'ils font. Donc ça, il peut y avoir des primes, des surprimes, mais il peut y avoir du partage au niveau du résultat. Donc ça, je pense que c'est hyper intéressant de le mettre en place. Il y a une partie qui doit être en réserve. Réserve pourquoi? Pour faire augmenter petit à petit la valorisation, pour se protéger demain s'il arrive des choses. Mais moi, demain, ça fait 19 ans qu'on est là, les structures sont protégées, mais on continue à mettre en réserve également. Réserve stratégique, demain vous pouvez racheter des clubs, etc. Avoir une partie en réserve. Après, une partie qui est de l'investissement. Négligez surtout ça, pas cette partie-là. Surtout pas. Une entreprise qui n'investit plus est une entreprise qui meurt. Et il faut savoir vous développer, faire les bons choix stratégiques. Et souvent, les chefs d'entreprise n'ont soit pas le temps, soit pas l'argent. Et le dernier, ça va être justement également, pourquoi pas, de distribuer des dividendes. Et donc les dividendes, c'est à ce niveau-là que globalement ça va rémunérer les associés, et de distribution de dividendes, ça c'est intéressant. Donc les premiers choix, si je synthétise, ça va être la partie indemnité, mettre beaucoup de charges. Dans les charges, vous avez aussi tout ce qui est PER, assurance vie, vous avez beaucoup d'éléments que vous pouvez mettre là-dessus pour justement défiscaliser au maximum. Mais il faut comprendre avantages et inconvénients, encore une fois. Il y a des temps qu'on peut pas toucher, par exemple, sur un PER. Et après, vous allez mettre en dividende. Voilà un petit peu ce qu'il faut avoir en tête. Et une fois qu'on a ça, pour moi, c'est pas fini encore. Peut-être qu'on en a lâché certains. Peut-être qu'ils vont me dire, c'est que financier, mais n'empêche que c'est aussi intéressant que vous vous y intéressez. Au moins savoir que ça existe. C'est qu'après, la boîte va avoir du résultat et va avoir petit à petit des réserves supplémentaires. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Et ça, c'est intéressant parce que qu'est-ce que vous en faites? Ça peut être se diversifier dans l'immobilier. Ça peut être créer une deuxième boîte. Ça peut aider à financer d'autres personnes. Ça peut être mettre en réserve encore plus. Ça peut être valoriser. Il y a plein d'autres éléments. Et donc, la stratégie ne s'arrête certainement pas à votre stratégie d'exploitation. Et là, on arrive sur un deuxième game. Et ça, moi, je trouve que quand on arrive là, c'est vraiment sympatoche parce qu'on a en fait nettement plus de leviers
que de raisonner à très 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 court terme. Et là, ça devient super sympa. Il faut faire attention de ne pas se diversifier, rester focus, mais n'empêche qu'on a d'autres éléments en place, ou alors cette réserve de réserve peut aussi être placée via un PEA, etc. Donc là, on arrive sur d'autres éléments hyper intéressants. Encore une fois, ceux qui viennent de créer, c'est intéressant que vous sachiez que ça existe. On y arrive progressivement. Vous pouvez arriver plus vite que prévu, mais c'est hyper intéressant dans votre stratégie globale, tant dans votre portefeuille perso, tant dans le portefeuille de professionnel où vous voulez emmener votre boîte. Oui, puis il y a des stratégies, c'est pas peut-être le moment d'en parler, mais c'est lié peut-être à ces stratégies de holding, ce que tu viens de discuter, où il peut y avoir des vases communicants aussi entre une structure de holding et plusieurs entreprises filles de la holding, mais on est à un niveau qu'on n'abordera pas forcément dans les détails aujourd'hui. Ouais, mais c'est quand même intéressant parce que pour moi, il y a encore deux niveaux qui sont au-dessus. La structuration, c'est ce que tu dis. J'ai des structures en pro, des structures en franchise participative, des structures en structure. Là, il y a une holding pour défiscaliser, monter les dividendes au niveau de la holding là-haut. Et après, il y a de l'immobilier qui peut être aussi intéressant. Donc en fait, c'est jouer sur l'ensemble de ces leviers-là, de les faire évoluer progressivement, de comprendre les avantages, inconvénients. Et tout derrière, c'est quoi? C'est transmettre. Enfin, vous arrivez très vite à se dire, l'objectif, c'est que vous travaillez plus, au début, vous travaillez pour de l'argent, peut-être. Moi, c'était mon cas. Mais à un moment, vous travaillez plus forcément pour de l'argent, vous travaillez pour transmettre des idées, votre club, vos valeurs, et transmettre aussi un patrimoine, que ce soit perso ou pro. Et donc ça, c'est intéressant d'avoir cette démarche-là. Donc, il y a l'aspect structurel que tu viens de dire. C'est hyper intéressant d'être accompagné notamment par un avocat fiscaliste et par un notaire. Et la deuxième volet, ça va être plutôt chargé de patrimoine, ça va être de l'optimisation, soit fiscale, mais ça c'est plutôt la structure expert comptable, etc., ceux qu'on a cités. Chargé de patrimoine, on sera plus sur la partie optimisation également financière, PEA, CTO, etc. Et donc ça c'est hyper aussi intéressant pour voir où on en est. Là actuellement on regarde tout ce qui est loi Dutreuil pour transmission, etc. Donc là on est encore plus loin. Mais par contre, sachez que ça existe. Et sachez que ça existe, mais faites-le tôt, puisqu'en fait, il y a des éléments de transmission où plus vous le faites tôt, plus vous allez avoir de choix stratégiques avec les années qui avancent. Je parle pas forcément que de la retraite, la transmission à des enfants, etc. Et donc ça, c'est hyper important de comprendre, et des fois, c'est juste de le faire à des moments clés, à certains seuils ou à certains moments. C'est vraiment beaucoup d'argent qui est en lien avec ça qui va se jouer. Et comme tu disais, quelles que soient les stratégies choisies, même si on parle, on a beaucoup parlé finance, au final, tout ça, ça sert malgré tout une envie, un désir. Comme tu dis, au départ, peut-être que tu faisais les choses parce qu'il fallait faire rentrer de l'argent pour la famille, en tout cas pour les besoins perso. Maintenant, c'est des leviers. Quand les choses tournent, on a des réflexions un peu différentes et les choix d'investissement, malgré tout, se font toujours en accord avec ce qu'on veut réaliser, l'impact qu'on veut avoir dans une société. Enfin, tous ces leviers-là et ces mécanismes financiers servent une mission de vie qu'on a. C'est juste qu'on manipule les éléments pour aller vers cette mission. Comme tu disais, il faut garder un cap, faut pas se perdre non plus. Que les choses aient du sens les unes envers les autres. Mais ce que tu dis, pour moi, c'est le plus important, et je le sépare en deux. Je le sépare garder les pieds sur terre. Donc, garder ses pieds sur terre. Là, tu m'as demandé une capsule nettement plus orientée financière. Donc, c'est vraiment un choix stratégique d'avoir répondu à ça. Ceux qui m'en écoutent, ils vont me dire, ils pensent que à la finance. C'est peut-être que vous faites. C'est moi qui l'ai demandé. Voilà. Mais par contre, c'est hyper important. Par contre, quand vous êtes, moi, j'aime bien le mot robustesse. Plus vous êtes robuste, donc financièrement, mais pas que financièrement, on l'a dit, structurellement, etc., vos équipes formées, etc., plus vous aurez de choix, et plus vous pourrez faire des bons choix. Et surtout, je dis des bons choix parce que vous n'aurez pas la pression financière que j'ai connue à mes débuts. Et ça, souvent, ça vous libère l'esprit et ça vous permet de prendre des fois soit plus de risques, souvent gagnants, soit d'aller sur des univers que vous n'aurez pas fait avant. Donc, entre guillemets, vous êtes plus fort, pareil, vous êtes plus robuste partout. S'il y a une crise, pareil, vous êtes plus robuste partout. Donc ça, la robustesse, il faut vraiment l'avoir en tête. Et après, le dernier, mais là, si tu me lances là-dedans, on va faire une autre capsule. Alors, toi, tu as dit le mot mission. Moi, je vais parler de vision, et je vais parler de vision d'entreprise, et je vais après parler de manière très personnelle pourquoi je suis sur Terre et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. Et donc ça, c'est intéressant d'avoir ces deux leviers-là, parce que la vision, c'est à mon sens une des réussites à Correspa, c'est qu'on partage cette vision. Quand on embauche une femme de ménage, c'est sur la vision de la boîte qu'on embauche. Donc la vision est hyper importante parce qu'il faut avoir des équipes
où il y a une confiance, ils ont le cap, ils savent où on va aller. La vision de la boîte, c'est d'améliorer la qualité de vie de chacun de nos clients. Donc ça, c'est hyper important d'aller là-dessus. Et les missions des coachs n'est pas du tout, ou des managers, qui est d'aider à chacun de nos clients à atteindre ses objectifs, n'est pas du tout la même mission que l'équipe siège, qui lui est plutôt fait pour accompagner les entrepreneurs. Donc je pense que le cadre est hyper important. Ce qui est frustrant, c'est qu'on n'apprend pas ça. On ne commence pas ça quand on veut créer une boîte, etc. Et c'est très dommage parce que c'est ce qu'il faut faire. Et en plus, c'est pas forcément valorisé. Par contre, regardez des boîtes qui réussissent. Quand je dis réussir, c'est pas que financièrement. C'est justement quelle est la cause que tu défends. À Corespa, mon ennemi, c'est Netflix et la sédentarité. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'est-ce que vous défendez en termes d'entreprise, qu'est-ce que vous défendez vous en termes de leader avec votre personnalité, et derrière tout ça, on va mettre des valeurs. C'est ça. Puis il y a moi, le mot que j'aime bien, c'est l'impact. C'est quoi l'impact que vous voulez avoir? Comment tu vas impacter le marché? Voilà. Les gens, le marché. On le fait, à mon sens, avec une vision de boîte et après avec des personnalités. Et c'est ça l'avantage aussi de la franchise, c'est que vous allez pouvoir rejoindre, si vous êtes dans la vision d'une des franchises qui existent sur le marché, vous allez pouvoir aider cette vision et vous allez pouvoir être aidé des leaders incarnés, entre guillemets, qui existent déjà et qui pèsent. Et ça, c'est pas à négliger, c'est pas à négliger. Tu vois, une des ambitions à Corespa, c'est 30 clubs 2035. 30 clubs, on sera sur les 15 premiers clubs qui existent sur le marché français. Mais c'est surtout que dans les 15, on sera le premier à faire quoi? À faire du suivi personnalisé premium. Et actuellement, c'est que des low cost ou des middle market. Et donc ça, c'est aussi intéressant quand on disait impacter le marché. Alors des fois, c'est pitoyable, hein, parce que quand on dit à 10%, Corespa, c'est que 1,2%. Et en plus, c'est les CSP+, ça peut être mal vu. On touche pas personne, etc. Ok. Mais par contre, on impacte ces personnes-là quand même. Et puis moi j'ai aussi une conviction, c'est que par ricochet, il y a la courbe d'adoption des technologies. Nous on l'utilise beaucoup en logiciel. Au départ, t'as les early adopters, vraiment ceux qui sont hyper innovants, et puis ils sont 2,5%. Et petit à petit, en fait, ceux qui les suivent, qui composent 25%, c'est parce que par mimétisme des premiers, ils veulent juste voir ce que ça donne, les résultats, est-ce que vraiment c'est chouette, etc. Et petit à petit, on arrive à une maturité et à un marché global qui s'y met. Et moi, je suis une grande enthousiaste de la vie et du sport santé, et tu le sais bien. Et je me dis que même si effectivement, il faut bien démarrer par un marché qui a priori est présent et a l'argent pour avoir de l'accompagnement premium du type Corespa, et ben ça va faire des petits et augmenter la taille du marché au final, parce qu'au fur et à mesure, les gens autour vont voir, vont entendre, le bouche à oreille va se développer, et ça va sans doute se répandre à des catégories socio-professionnelles qui sont peut-être pas le plus. Et petit à petit, en fait, le repositionnement pourra se faire et tout le monde va voir l'intérêt d'investir pour sa santé en prévention, en sport. Dans ce que tu dis, je fais le parallèle entre les clients de ce que tu viens de dire, et ça se voit, hein, depuis 19 ans, on se côtoie depuis quelques années et on voit l'évolution du marché depuis quelques années. Hein. La première fois qu'on est à une croissance à 2 chiffres, Corespa, je te disais entre 1,2 et 1,8, c'est clair qu'en pourcentage et en nombre, il y en a plus en France. Donc ce que tu dis, aujourd'hui, c'est ce qui se passe depuis des années. Et en plus, on voit l'augmentation depuis l'après-Covid qui accélère. Et je ferai aussi le parallèle à nos amis coachs sportifs. À nos amis coachs sportifs, là j'ai de plus en plus aussi d'appels de ce type de personnes, parce qu'en fait au début ils pensent pas que c'est possible, ils savent pas que ça existe. Donc il y a des connaissances, est-ce que ça existe? Oui, c'est pas pour moi parce que je m'y connais pas, mais en fait, grâce à toi, comme des capsules comme aujourd'hui, on va essayer de démocratiser un peu ce que c'est, on va essayer d'expliquer que c'est tout à fait possible. Et après, ces personnes-là arrivent, tu vois, de plus en plus. Là, on fait une journée découverte. Là, il y a 4 coachs. Je m'attendais pas à ça du tout, mais en savoir plus et ils se disent, tiens, peut-être que c'est pour moi. Et quand on leur pose la question, pourquoi t'es pas venu avant? Ouais, ça fait des années que je te connais, mais c'est pas ma place, ou je peux pas y arriver, ou qu'est-ce qu'on m'a sorti aussi. Globalement, c'est leur zone d'inconfort, et donc il faut sortir de cette tâche-là. Et tu vois, j'ai mis aussi, tu vois, quand tu parles déclarer une cause, enfin déclarer, c'est le mot que j'ai sorti comme ça. Moi, je viens de là et je suis pas un fils à papa, donc il n'y avait pas d'argent. Et donc j'ai aussi mis, par exemple, la franchise participative pour trouver des solutions pour des coachs qui ont 5, 10 000 balles. Trouver une solution avec des investisseurs et avec la franchise participative, de pouvoir donner accès. Tu vois, ça aussi, il y a un rôle. Moi, je pense que les sociétés ils ont une cause à défendre, mais ils ont aussi un rôle sociétal, que ce soit avec les salariés, la place sur le marché tel que tu l'as dit, mais aussi démocratiser l'entrepreneur et pas l'entrepreneur. Des fois, quand tu regardes sur les réseaux, t'as pas envie d'être entrepreneur. Hein.
Exact. Et ben pour tout ça, merci beaucoup Guillaume. Je voudrais finir avec une dernière question. Toi-même Guillaume, du coup, tu portes Corespa qui est devenu un grand système et comme tu as dit en 19 ans qui a bien évolué. Toi concrètement, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que tu mets tout ça en place? Ah, bon, on peut le dire, tu m'as posé la question en off. La dernière fois, je pense que c'est quelque chose si tu me reposes la question aujourd'hui, c'est que ça t'a dû marquer. Alors, je sais plus exactement ce que je t'ai répondu la dernière fois, mais ça a pas bougé. Je vais te dire si tu redis on doit être dans les mêmes choses, que ça a pas bougé mon impact. Donc au tout début, je le faisais aussi pour gagner de l'argent parce que j'en ai manqué. Donc notamment, et je pense que c'est cette anecdote-là que j'avais dû te dire. Si demain tu veux me faire plaisir ou ceux qui m'écoutent veulent me faire plaisir, offrez-moi du Côte d'Or. Et pourquoi le Côte d'Or? Parce qu'en fait, j'aime le chocolat et notamment le Côte d'Or, pour pas le citer. Et quand j'étais gamin, je faisais mes courses le samedi avec ma chère maman et je ne pouvais pas me permettre de passer dans ce rayon-là puisque mes parents n'avaient pas d'argent du tout pour acheter du chocolat, encore moins du Côte d'Or. Et donc dans ces cas-là, aujourd'hui, c'est clair que cet acte d'achat, cet acte de pouvoir accéder à ça sans me poser la question, est aussi important que de le manger, ou alors quand on me demande, tiens, tu m'as rendu un service, la semaine dernière, j'ai prêté ma remorque à un copain, qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Côte d'Or. Donc c'est un impact qui est intéressant, je pense. Et le deuxième qui est aussi très perso, qui m'a aidé à pousser et à continuer. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants. Demain, je m'arrête. Qu'est-ce que je fais? Je m'ennuie. Et qu'est-ce que je fais en tant que père? L'image, ça me va pas du tout. Et donc le critère, c'était aussi de découvrir. Alors ça remonte. Ça, je sais plus si je te l'ai partagé, mais quand je m'occupais moi des colonies de personnes, des cas sociaux, et je les emmenais au ski. Mais quand j'ai découvert qu'on pouvait se faire plaisir sur les pistes en étant bien payé et en étant responsable, je faisais aussi sauveteur en mer, donc je me dis mais on peut s'éclater au soleil et avoir des responsabilités et être payé. Et là je me suis dit tiens, c'est possible de trouver un métier où on a les responsabilités, on peut être payé et puis rendre service aux autres. Donc c'était un peu cette démarche-là. Et donc toi, mon critère aujourd'hui, c'est d'emmener mes enfants en vacances. Est-ce que j'ai le temps pour? Est-ce que j'ai l'argent pour? Et aujourd'hui, je suis très très content de partir à chaque vacances et de pouvoir faire ça. Tu vois, c'est une des choses qui me motive. C'est à peu près ce que je t'avais partagé, certainement. Je sais plus exactement, mais si, exactement. J'avais noté pour le chocolat en premier. voilà, effectivement, je partage cette passion du chocolat. Mais ouais, ton histoire est très touchante. Et puis aussi, ce que tu avais mentionné, c'était que tu as dit aussi tout au long de cette capsule, c'est que t'étais toi-même coach sportif. Donc au final, cet objectif-là d'aller au ski, de manger du chocolat, tu le pérennises avec ce que tu as toujours aimé faire, même si du coup toi-même tu n'accompagnes plus directement les gens, mais tu as un plus gros impact dans la vie des gens grâce au système Corespa, tout ce que tu mets en place. Et à l'aide que tu apportes au coach sportif à déployer un projet de rêve qui leur paraissait peut-être inaccessible en partageant tout ce que tu sais comme tu l'as fait aujourd'hui. C'est ce que tu dis, mais merci de le partager parce que si tu veux une dernière anecdote, quand j'étais au salon de la franchise, non, c'était un autre salon, je sais plus lequel, j'ai une personne qui est arrivée avec une plaque de Côte d'Or et que je ne connaissais pas. Et là, j'étais scotché. Elle me tutoie, elle m'appelle Guillaume, elle me passe une Côte d'Or. Je me suis dit, comment que ça se fait? Je te connais, enfin, je pense pas te connaître, etc. En fait, elle écoutait podcast, etc. Donc, elle connaît mon univers et elle s'est retrouvée dans la dernière minute qu'on vient de partager. Globalement, quelle est la cause qu'on défend, qui on a envie de rejoindre, parce qu'on attire ceux qui nous ressemblent, vers quoi on a envie de tendre. Et donc, ça avait un impact là-dessus. Ouais, effectivement. C'est vrai que même si on m'a parlé de système économique et de chiffres, en fait, tout ça sert quelque chose qui est beaucoup plus grand que juste les montages financiers, la fiscalité et tout. Et ça nous ramène quand même dans ce qu'on a de plus humain et de plus profondément bon, en fait. L'humain au cœur du système. Tu vois, c'est un des titres que je mets. Les deux sont importants, mais la motivation profonde, moi je parle souvent du pourquoi profond également, tu vois, quand on cherche des candidats, c'est ce qu'on va aller creuser derrière. Le pourquoi est important, le pourquoi profond tant au niveau personnel, tant dans l'objectif de développer une structure. Mais le système, ne le négligez pas, parce que si vous mettez que de l'humain, ça n'ira pas non plus. C'est ça. Comme quoi on voulait parler que de chiffres, mais on peut pas s'empêcher de parler d'humain, et puis c'est tant mieux parce que tout ça, c'est ça que ça sert. Je te remercie Guillaume. Alors si vous avez écouté jusqu'à la fin, envoyez une plaque de Côte d'Or à Guillaume, comme ça on saura si vous écoutez nos vidéos et nos podcasts. Ce sera l'évaluation de notre contenu. Merci infiniment d'avoir partagé tout ça. Merci à vous qui nous avez écoutés et à très bientôt sur une autre capsule, sur notre business model en tout cas.
On met les ressources qui dirigent vers Corespa et vers tes coordonnées, Guillaume, pour tous ceux qui voudraient creuser les chiffres plus en détail avec toi. Et on se dit à prochainement. À très bientôt. Salut Barbara, salut à tout le monde. Et puis je suis à votre disposition si vous voulez en discuter. Bye bye. Bye.